Vous nous entendez bien? Nous, Bonjour à tous. on voit arriver dans les commentaires. Bonjour à tous. Dites-nous si vous nous entendez, si vous nous voyez, qu'on ne fasse pas 1 heure de discussion que entre nous trois. Oui, merci Alexandra. Donc, bonjour à tous, on voit des noms qui nous sont familiers, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. On va attendre quelques minutes, pas trop longtemps, parce qu'on a beaucoup de choses à raconter après, histoire d'attendre les quelques retardataires qui s'étaient inscrits, qui ne sont pas encore venus. Bonjour Sébastien. Allez, je vous propose qu'on attende encore 1 minute maximum et puis qu'on commence. Hello de Nancy. Bonjour à Nancy. Est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait froid comme à Toulouse? Bonjour de Paris, il pleut. Il pleut toujours à Paris. Ouais. C'est ça. Tu À confirmes? Bordeaux aussi, il pleut. Quoi? À Bordeaux aussi, il pleut. Bordeaux aussi, il pleut. Je charrie assez Vincent, mon collègue, sur Bordeaux. Vous avez les bouchons et la pluie, vous? Oui, c'est ça. Grand soleil à Perpignan, ça c'est pas sympa. Bon, allez, je vous propose qu'on commence. Je vais couper, moi, les commentaires sur le côté pour pas me perturber pendant la présentation, pour être sûr d'être concentré. J'arrive pas à faire 2 choses à la fois. J'espère ne pas être le seul dans ce cas-là. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. L'objectif du jour, c'est de voir un petit peu le secteur de l'hébergement en France en 2025, au point de vue des données, des tendances et des retours d'expérience. N'hésitez pas à réagir dans le chat, à poser vos questions. On ne pourra sûrement pas y répondre pendant le live parce qu'on va être concentré, je pense, sur notre présentation. Vous avez la magnifique Béatrice qui va répondre à vos commentaires et qui va faire le point et qui nous relancera sur certaines questions, je pense, à la fin, dans la partie questions. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de passer 45 minutes, 1 heure ensemble. Promis, après, on vous laisse aller déjeuner. 45 minutes de présentation plus ou moins et 15 minutes de questions-réponses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pauline de WeHost qui va se présenter. Pauline, bonjour, si tu peux nous parler des informations clés sur ton entreprise, sa mission et les valeurs que tu souhaites partager aujourd'hui, tu es la bienvenue. Bonjour à tous. Donc déjà pour me présenter, moi je travaille chez WeHost en tant que responsable développement du réseau. Donc mon poste, en fait, j'accompagne les city managers dans leur développement de leur marché. Donc chaque city manager a un marché. Donc par exemple, ça va être Cannes, Paris, Bordeaux, etc. Et il gère plusieurs villes. Au niveau de WeHost, donc nous, on est une conciergerie française. Donc on est au service des propriétaires. On a été fondé en 2014. Et on s'est imposé un petit peu comme un acteur majeur de la gestion locative en France. Donc, on est spécialisé aujourd'hui dans la courte et la moyenne durée. Et on accompagne du coup nos propriétaires donc, dans la gestion de leurs biens immobiliers et l'optimisation de leurs revenus. Aujourd'hui, on est présent à peu près dans 200 villes en France et on a actuellement environ 2000 logements en gestion quotidienne. Des acteurs, non? Ouais. Pardon, je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Un des plus gros acteurs en France. Ça, on fait partie des grosses conciergeries au niveau national. Et du coup, on offre un service un petit peu clé en main. Donc, on s'occupe de l'accueil des voyageurs, on s'occupe de la gestion des ménages, de l'optimisation des tarifs, donc avec Beyond également. Et puis, on a aussi une assistance 24 heures sur 24. Génial. Voilà un petit peu pour notre société. Ça va être top d'avoir un peu ton expertise sur les sujets d'aujourd'hui. Ça, c'est super. En plus, vous êtes sur plusieurs marchés, donc ça va être vraiment un résumé de tout ce qu'on va présenter. Et Arnaud, si tu veux te présenter aussi. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi Arnaud, je travaille chez Beyond et mon rôle chez Beyond, en fait, c'est d'accompagner les utilisateurs du système dans leur usage de l'outil et donc comme Pauline par exemple avec WeHost et donc de les accompagner à la fois dans l'utilisation de l'outil et aussi travailler sur la performance du portefeuille, de la performance des logements. Voilà, et pour la petite histoire, j'ai aussi l'expérience de l'hôtellerie puisque j'ai travaillé dans le revenu management en hôtellerie. Donc, ça me permet d'avoir ce recul-là dans mon accompagnement.
Génial. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renaud. Alors, j'ai géré ma conciergerie sur Toulouse pendant 8 ans. J'ai revendu à un gros porteur national aussi il y a 1 an et demi maintenant pour mon plus grand bonheur. Donc, j'ai pu à gérer les problèmes propriétaires ou voyageurs à n'importe quelle heure. Ça me fait souffler un petit peu. Donc j'étais client Beyond depuis 2021 et je rejoins Beyond du coup il y a 1 an et demi pour la tarification dynamique. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. Donc, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas aussi en fin de webinaire. Du coup, pour les tendances, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu 3 tendances pour le marché des locations saisonnières. Les premières tendances qu'on va vous présenter, ce sont les équipements qui vont être essentiels à l'expérience client. Ces équipements vont être un peu un élément clé pour l'expérience des invités. On observe des évolutions dans l'attente de ces consommateurs. En comparant les données de recherche de 2023 et celles de 2024, on remarque que, par exemple, les bains remous ou les jacuzzis, ainsi que les séjours au bord de l'eau vont être un petit peu moins recherchés cette année, enfin 2024 par rapport à 2023. Tandis que les piscines vont devenir de plus en plus populaires. Alors, c'est sûr que si vous avez un appartement en centre-ville, ça va être difficile de créer la piscine dans le salon. Mais voilà, cependant, il y a aussi il y a de la demande pour des logements qui vont par exemple accepter les animaux de compagnie. Ça va croître en passant de 20 à 22%. On a aussi les recherches pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques qui ont également augmenté, passant de 2 à 3%. Ce qui va être important en regardant ça, c'est que certains de ces changements vont pouvoir, même s'ils peuvent paraître évidents, il va être important de se poser combien d'entre vous ont eu du mal à convaincre les propriétaires de la nécessité, par exemple, d'adopter des politiques spécifiques pour les animaux de compagnie. J'ai eu le cas, même moi perso, pour mes logements. Est-ce que j'accepte qu'en période creuse, justement, les animaux de compagnie ou pas? Je l'ai fait le test sur un appartement dans les Pyrénées en basse saison. Et effectivement, ça a boosté un petit peu mes réservations parce que ça a ouvert un petit peu le champ des possibles à certains types de clients. Combien d'entre vous aussi se sont questionnés sur les services à mettre en avant dans les campagnes marketing? On parle de plus en plus de la volonté de se différencier des OTA et de favoriser le direct. Est-ce que vous prenez un petit peu cette data pour faire de la communication marketing à vos voyageurs et essayer de les attirer chez vous? Voilà. Comprendre les préférences des clients va être essentiel pour vous assurer que justement le voyageur choisisse votre logement plutôt que celui du concurrent. Pour la slide suivante, je vais passer la parole à Arnaud. Voilà, donc là, ce qu'on voulait partager, c'est le fait que l'offre augmente d'année en année. Je pense qu'on l'a tous en tête, en fait, que les inventaires ont progressé de manière exponentielle au cours des dernières années, mais ça paraissait important de le rappeler parce qu'on est dans un marché qui est très concurrentiel. Et donc, en fait, on va vous remontrer quelques exemples d'évolution sur différents marchés, mais c'est une donnée qu'il faut garder en tête, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son radar. Il faut regarder ce qui se passe à la fois sur l'offre en short-term rental, en location courte durée, mais aussi sur d'autres secteurs, hôtellerie, camping, gîtes, qui évoluent aussi avec des nouveautés. Et on a aussi en tête le fait que le cadre législatif a évolué, mais pour autant, on n'a pas encore observé de ralentissement dans cette croissance et encore moins de baisse du nombre de logements. C'est quelque chose qu'on peut peut-être soupçonner à moyen terme, mais on n'y est pas encore pour le moment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On va revenir dessus un petit peu après. Donc ça, c'était ce deuxième point. Et le point suivant qu'on voulait vous montrer, sur lequel on voulait revenir, c'est la notion des données de recherche. En fait, ici, on se focalise souvent sur les données de réservation, mes tendances de réservation. Et en fait, ça, c'est uniquement la pointe émergée de l'iceberg. Avant que les clients réservent, il y a tout un cycle de décision. Et il est important de le comprendre et de l'intégrer. L'exemple qu'on vous a mis ici, c'est Taylor Swift, j'ai du mal à le dire. Taylor Swift à Paris, fin 2023, où on voit en fait la courbe bleu foncé qui est la courbe de réservation, et ce qu'on voit la courbe bleu ciel, c'est la fenêtre de recherche, ce sont les recherches. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a des recherches qui sont bien en amont
des fenêtres de réservation. Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, en ayant ces données de recherche, on est en mesure d'identifier les pics de demande avant même que les réservations se fassent, puisque forcément, quand on va avoir un pic de réservation, on va pouvoir en déduire qu'il y a un pic de demande et adapter sa stratégie, potentiellement augmenter les prix. Mais avec ces données de recherche, on est capable d'anticiper, de détecter qu'il y a une activité de recherche sur des dates en question, et donc en fait d'augmenter avant même d'avoir un pic de réservation, et donc en fait de perdre du revenu potentiellement sur les premières réservations, tout simplement. Donc cette donnée-là est essentielle pour ça. Elle est aussi très importante, voilà, je n'ai pas terminé, très importante pour d'autres facteurs. Il y a, Renaud nous a parlé juste avant des données, de toutes les facilités, les composantes dans les logements, les données, les informations que les utilisateurs, les recherches vont se faire sur des je cherche pas, je trouve pas le mot. Renaud, tu m'aides si tu veux. Les facilities, amenities en anglais. Les équipements. Les équipements, voilà, excusez-moi. Les équipements, en fait, c'est des données dont on va avoir accès via les recherches, justement. Donc, les données qu'on a vues juste avant sur les équipements qui sont recherchés, c'est via ces informations-là qu'on va les avoir. Et sur la durée de séjour aussi, tout simplement, quand on a des durées de séjour, des restrictions qui sont en place, c'est très difficile de savoir quelle va être la demande pour une durée de séjour plus courte. Si on est en train d'appliquer des restrictions de 7 nuits sur l'été, on se pose peut-être la question de quelle serait la demande pour du 4 nuits, pour du 5 nuits. Et en fait, ça, c'est des données qu'on peut avoir via les recherches, puisque justement, les voyageurs vont faire des recherches sur des séjours 3-4 nuits qu'ils vont peut-être pas retrouver. Et donc, via ces données-là, on est capable d'avoir cette information-là. Ouais. Alors, on reparle un petit peu après de ces données de recherche avec ce qu'on appelle chez nous SPP, Search Power Pricing. Effectivement, le fait d'avoir les recherches des voyageurs avant même qu'ils réservent des informations qui vont être cruciales pour que vous puissiez anticiper votre stratégie et être un peu proactif dans vos paramètres justement pour anticiper tout ça. Top, merci beaucoup Arnaud. On va passer maintenant, j'ai une question moi pour Pauline. Est-ce que Pauline, tu as identifié d'autres tendances marquantes en 2024, des nouvelles tendances et qui vont pouvoir tenir en 2025? Oui, nous, on a remarqué chez Ouios 2 grosses tendances en 2024. D'abord, les réservations de dernière minute. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens attendent le dernier moment pour réserver. Alors, c'est peut-être parce qu'ils veulent plus de flexibilité ou alors peut-être une incertitude économique. Mais en tout cas, nous, on a vraiment remarqué cette tendance-là chez Ouios. On a également remarqué qu'il y a de plus en plus de moyenne durée. Donc de beaux mobilités qui montent en flèche, tout ça parce qu'il y a eu un renforcement de la législation dans plusieurs villes, notamment des grosses villes comme Paris, Bordeaux, Marseille et j'en passe. Donc voilà, nous on a de plus en plus de demandes sur ce type de séjour de moyenne durée en tout cas. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi si vous voyez, vous, des tendances sur vos marchés qui sont spécifiques. Là, on est obligé d'être un peu général parce que forcément, on ne peut pas couvrir tous les marchés en une heure. N'hésitez pas à nous dire justement si vous avez, vous, des tendances 2024 ou ce que vous sentez sur 2025. Ça va être hyper intéressant de lire ça juste après. Que se passe-t-il en France? Oui. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette slide sur laquelle on revient sur la partie croissance, il y a quelques informations, on va dire plus de contexte, qui est important de garder en tête, à la fois sur 2025 et aussi sur 2024, si on fait un petit focus arrière, puisque pour regarder 2025, c'est toujours important de voir d'où on vient. Ce qu'on a vu, c'est effectivement un contexte géopolitique global et politique nationale très compliqué en 2024, qui a fait une année assez spécifique. Et ce qu'il est important aussi de garder en tête sur 2024, c'est l'incidence calendaire qui était plutôt défavorable. Si on se remet en tête le calendrier, on a eu Pâques qui était en fin mars. Donc Pâques en mars, c'est toujours un petit peu spécial. On a aussi des ponts au mois de mai qui étaient assez spécifiques avec le 8 et le 9 mai qui étaient fériés. Et donc en fait, une demande très concentrée sur un gros long week-end et beaucoup moins étalée sur différents week-ends comme on va l'avoir en 2025. Et on avait aussi le 14 juillet qui était tombé un dimanche. Donc en fait, tout ça, d'un point de vue calendaire, n'était pas forcément favorable sur ce premier semestre, cette première moitié d'année 2024. Et on a en plus eu une météo qui était relativement négative, assez mauvaise météo sur le nord de la France, jusque tout le printemps, début d'été. Donc ça a aussi beaucoup pénalisé ces destinations-là.
La fin de l'année 2024 était un petit peu plus positive. On a eu 2 longs week-ends en novembre, donc qui étaient bien tombés sur le 1er novembre et le 11 novembre, qui étaient à la fois qui étaient sur 2 longs week-ends. Et ensuite, si on regarde les tendances qu'on a eues sur la fin 2024 et qui se prolongent maintenant sur 2025, c'est le fait qu'on a une clientèle étrangère qui a tendance à revenir sur la destination France, notamment des marchés émetteurs éloignés comme l'Amérique du Nord et l'Asie, qu'on avait un peu perdus et qui sont revenus. Il y a l'impact positif des JO, il y a aussi la réouverture de Notre-Dame en décembre, donc tout ça, ça a donné une image positive de la France et ça contribue à faire revenir ces clientèles-là qui ont des fenêtres de réservation assez anticipées et aussi des budgets un peu plus élevés, donc des tendances positives. Et sur la fin d'année aussi, des très bonnes conditions d'enneigement sur destination montagne, donc ça a été favorable pour les Alpes en particulier, pour les destinations ski. Et donc 2025, on a parlé des jours fériés qui n'étaient pas très favorables en 2024, c'est beaucoup mieux en 2025. On n'a pas qui revient en avril, fin avril. On a aussi 6 longs week-ends, donc aucun de ces jours fériés du mois de mai, du mois de juin, et même juillet-août qui tombent sur des samedis dimanches. En fait, à chaque fois, on est sur des longs week-ends et des ponts entre le 1er mai et le 15 août, donc ça, c'est très favorable. Et on va juste perdre un jour férié en novembre, avec le 1er novembre qui tombe un samedi. Voilà le petit point négatif, on va dire, mais sinon, un milieu et début d'année très favorable d'un point de vue calendaire. Le contexte géopolitique qui reste tout à fait instable, on va dire, mais on commence à être habitué. Et après, avoir en tête en termes d'événements, gros événements, on n'attend rien de très considérable, on va dire, en 2025, comme on a pu le voir en 2024. On va juste retenir la conférence des Nations Unies à Nice, la conférence des Nations Unies sur l'océan, à Nice, au mois de juin, qui est le gros événement international de cette année. Voilà, on va dire pour les grandes informations et le gros contexte 2024-2025. Et donc, maintenant, je reviens juste sur les courbes, si on peut revenir sur la slide juste avant. Là, je reviens sur la partie évolution de la concurrence et du marché. On l'a dit tout à l'heure, le fait que le marché est très concurrentiel avec une offre qui est en croissance. Qu'on voulait vous montrer avec quelques exemples ici, c'est le fait que la croissance, c'est quelque chose qu'on observe sur tous les marchés, toutes les destinations globalement sont en croissance. Gardez juste en tête que ces croissances-là ne sont pas nécessairement identiques selon les destinations. Là, vous le voyez, on a un plus 32% par exemple sur Lyon entre début 2025 par rapport à début 2024. Donc une grosse progression. On a aussi Reims qui a fortement augmenté, Reims et la région Champagne. On a des augmentations aussi, donc là on vous a partagé l'exemple de Toulouse, l'exemple de Lille, un petit peu moins fortes mais qui sont aussi significatives. Et bien entendu, on le sait, on a eu des grosses augmentations de capacité sur Paris, le nombre de logements. Donc voilà, à garder en tête et à bien avoir en tête les spécificités de votre marché parce qu'en fonction qu'on se passe sur un marché qui est en augmentation de plus 15 ou plus 40%, évidemment, ça va avoir des impacts différents. Oui, une grosse augmentation de l'offre, mais pas une augmentation de la demande qui ne s'accroît pas pareil. Forcément, il va falloir tirer un peu son épingle du jeu pour essayer de louer. Si on regarde sur la slide suivante, les marchés du coup les plus demandés, alors je ne sais pas si c'est ultra clair, mais on a mis en perspective le taux d'occupation sur différents marchés en comparaison avec les TJM, donc les taux journaliers moyens. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir notamment la ville de Cannes qui, malgré un taux d'occupation qui est relativement faible, si on voit tout cumulé 38%. Alors, je parle sous ton couvert, Arnaud, tu es beaucoup plus spécialiste de la data que moi, n'hésite pas à réagir. Alors, on va avoir un taux journalier moyen qui est relativement très élevé, qui va être un des plus élevés de France, qui va être important sur des marchés comme Cannes. Ça va être forcément la saisonnalité, d'où un taux d'occupation qui est un peu plus faible qu'en marché urbain, mais surtout l'importance des événements, type le MIMPIM, le Yacht Festival, le Festival de Cannes, évidemment, qui vont faire s'envoler un petit peu les prix. Je ne sais pas si on a des personnes qui sont sur Cannes aujourd'hui, mais si vous regardez le rapport pour un logement, on va dire classique, studio ou T2, en basse saison et pendant le MIMPIM, je ne sais pas de combien est le rapport, mais c'est quelque chose qui est absolument délirant et qui est des fois peu compréhensible par des clients qui sont en marché urbain. Je ne sais pas si Pauline ou Arnaud, vous avez des exemples de montée de prix sur Cannes, mais je sais que les datas... Non, effectivement, les prix sont multipliés. Ouais.
Mais là, normalement dans le chat, on a notre city manager de Cannes. Et effectivement, je l'ai eu en entretien tout à l'heure et il me disait qu'il a pris des réservations au prix fort, notamment pour le MIPIM en mars. Ouais, on a le Grand Prix aussi de Monaco qui permet de bouger aussi pas mal sur la zone, les prix. Voilà. Si on regarde maintenant Chamonix, effectivement, il y a une saisonnalité qui va être importante. On a des prix qui sont relativement élevés pour une station de ski avec des taux d'occupation donc, qui sont plus élevés que Cannes, mais avec des taux journaliers moyens qui sont un peu plus bas. On voit que Paris essaye de faire un petit peu course en tête entre et du taux d'occupation et du prix moyen. Voilà, ça c'est un peu aussi à temporiser. Évidemment, Paris, tout est relativement très cher. Ça paraît un peu plus normal. Si on regarde vraiment maintenant à droite de la courbe, on a tout ce qui est marché urbain. Vous avez Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Rennes. Je mets toujours Toulouse dans tous les exemples. Je suis désolé, je suis très chauvin. Mais ça permet justement. Voilà. Ce qui est intéressant à Toulouse, c'est qu'on voit que c'est une ville où les prix moyens sont vraiment très bas. C'est très difficile de louer cher à Toulouse. Cependant, le taux d'occupation est relativement très bon par rapport à d'autres types de marchés. Quand vous voyez 53% de taux d'occupation, évidemment, ce n'est pas vrai pour toutes les conciergeries. Ça englobe tous les types de logements dedans. Souvent, un appartement qui est mis en location courte durée sur un marché urbain fait évidemment plus de 53% de taux d'occupation. Sinon, on s'en satisferait pas. Voilà. On va passer sur la slide suivante pour aller un peu plus loin sur les taux d'occupation et les taux journaliers moyens. Et on va pouvoir comparer un petit peu zone urbaine. On va pouvoir aussi comparer des marchés estivaux et des marchés de montagne. Tout à fait. Donc là, on commence par un petit focus sur les zones urbaines. L'idée, c'était de vous refaire un topo 2024 versus 2023 pour que vous ayez en tête comment ces marchés-là ont évolué sur l'année dernière par rapport à l'historique. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est le reflet. Donc, vous voyez à gauche l'évolution des taux d'occupation 2024 versus 2023 et à droite, les tarifs ou taux journaliers moyens. On voit en fait effectivement l'impact négatif, l'impact calendaire négatif qui s'est reflété sur le premier semestre et le contexte global. Donc zone urbaine, Paris pèse beaucoup évidemment là-dedans. Le contexte qui a fait que le mois de juin, le mois de juillet ont été très mauvais pour des mois historiquement très forts d'habitude. On observe aussi que le mois d'août a été à l'équilibre en occupation, en progression de tarifs moyens. Donc ça, c'est lié à l'impact des Jeux Olympiques à Paris. Mais on constate que malgré les Jeux Olympiques, finalement, on n'a fait que un mois à l'équilibre en occupation. Donc ça, c'est quand même aussi important de le souligner. Ça a été peut-être moins catastrophique qu'on l'a craint à un moment, mais ça reste un succès relatif. Et par contre, la fin d'année était plutôt porteuse, puisqu'on voit que les volumes sont repartis à la hausse. Par contre, à garder en tête que les tarifs moyens restent en recul. On a eu en fait des repositionnements sur le marché parisien en particulier, mais globalement une tendance concurrentielle assez forte qui fait que les prix moyens sont tirés vers le bas. Donc ça, c'est pour les marchés urbains. On peut passer à la partie bord de mer, donc destination bord de mer. Janvier avait bénéficié en fait du 1er janvier qui tombait en début de semaine versus un dimanche en 2023. Donc forcément, sur des destinations bord de mer qui fonctionnent bien en vacances scolaires été, un petit peu moins bien sur le mois de janvier, hors Nouvel An. Forcément, ça a un gros impact sur le mois. Et donc, c'est ça qui a boosté le premier mois de l'année. Le premier semestre, plutôt morose, hormis ce mois de janvier, pour les mêmes raisons que ce qu'on a évoqué sur les autres marchés, tout simplement l'impact calendaire et le contexte global. Et on voit bien sûr l'impact du décalage de Pâques aussi vers mars. En fait, Pâques en mars, ça ne compense pas ce qu'on perd en avril finalement. Et l'impact du 14 juillet, très important sur ces destinations-là. Le fait d'avoir eu le 14 juillet sur un dimanche qui a pénalisé le mois dans l'ensemble. Voilà. Et par contre, effectivement, une fin d'année plutôt meilleure. Donc, à nouveau, cette perspective un petit peu rassurante sur la fin d'année et pour 2025 aussi. Et sur la montagne, donc Alpes, là, on a englobé les Alpes françaises et suisses, destination ski. Pareil, premier semestre globalement morose. À nouveau, l'impact du 1er janvier sur le début de l'année.
Et la fin d'année, par contre, on voit effectivement ces tendances meilleures avec les 2 jours fériés qui ont aidé sur novembre, et puis surtout le bon engagement de décembre qui a vraiment bien porté sur ces destinations-là. Est-ce que globalement, tu es optimiste, Arnaud, sur 2025? Ce qu'on a vu, si on se compare à 2024, effectivement, on a des incidences calendaires qui sont positives. On n'aura pas ces gros événements comme on a eu sur les JO, mais qui ont amené beaucoup d'incertitudes finalement sur juin et juillet, pardon. Et par contre, on a les retombées moyen-long terme. Ce qu'on voit, c'est cette clientèle qui revient. Donc, on a des indicateurs qui sont positifs. Il reste évidemment ce contexte après de croissance du parc qui fait qu'il faut rester à l'affût, qu'il faut rester concurrentiel et ouvert à toutes les opportunités, on va dire. Mais on a quand même des indicateurs qui vont dans le bon sens. Ouais. Top. Après, des choses qu'on ne maîtrisera pas, comme la météo, les dissolutions en politique, mais Évidemment. on peut les anticiper au maximum. J'ai une question maintenant pour toi, Pauline. Et comment tu décrirais un peu les marchés sur lesquels vous êtes avec WeHost en 2024 au niveau de saisonnalité, typologie de clientèle, les défis rencontrés? Est-ce que tu as dû faire face à des défis spécifiques dans certaines régions ou pas? Déjà, nous, on a environ 30 marchés, donc on est assez diversifié chez WeHost. En fait, on a des spécificités en fonction de nos régions. On a un portefeuille assez varié, donc on va de l'appartement urbain, on a également des villas de prestige, des maisons rurales, on a également des locaux commerciaux qui sont transformés en meublés de tourisme. Donc, on a vraiment une variété de biens assez forte. Donc, ça nous permet vraiment de toucher pas mal de marchés. Donc, nous, on touche des grandes métropoles comme Paris ou Lyon, jusqu'aux destinations un peu plus rurales ou touristiques. Notamment sur le bord de mer, on a pas mal de logements vers Cannes, Nice, etc. Donc voilà, on a vraiment un portefeuille assez varié. Ensuite, en termes de saisonnalité, nous, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une forte demande en général sur les grandes villes urbaines tout au long de l'année, notamment Paris, Lyon, Marseille, etc. Il y a quand même pas mal de demandes. Après, on a également des marchés qui sont un peu plus côtiers ou à la montagne. Et là, du coup, on a des pics de saisonnalité. Donc, c'est plutôt l'été pour les marchés un petit peu côtiers. Et c'est un peu plus calme, on va dire, le reste de l'année. Nous, après, on a également remarqué chez WeHost que le télétravail, il a quand même eu une place importante. On se rend compte notamment que de plus en plus de personnes vont télétravailler dans des villes où on s'y attend pas forcément, notamment le Pays Basque, les Alpes, etc. Donc, ça nous permet de développer aussi, comme on disait tout à l'heure, les beaux mobilités, puisqu'on fait face à la législation sur pas mal de villes. Donc, c'est quelque chose qui est assez positif chez nous. Le défi rencontré, je dirais que c'est plutôt la réglementation, comme on en parle très souvent. Donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, il faut s'adapter, adapter notre stratégie, donc aller vers la moyenne durée, où on a pas mal de résidences principales aussi. Les locaux commerciaux sont aussi une bonne alternative. Donc voilà à peu près chez WeHost comment ça se passe. Top, merci beaucoup. Si on passe à la slide suivante, on va regarder un petit peu le comportement des voyageurs, ce qui se passe en France. Les tendances de réservation en France à travers les différentes régions, là c'est une photographie un petit peu globale, montre qu'Airbnb et Booking, sans grande surprise, dominent largement le marché. On voit aussi que les réservations directes sont quand même non négligeables, même si la part reste quand même relativement réduite. On voit que cette part a tendance à augmenter de plus en plus et c'est très bien de voir se libérer un petit peu des OTA. Bien que la durée de séjour reste globalement stable, on vous met le détail dans la slide si vous voulez vous comparer à vos marchés. On observe une tendance à réserver de plus en plus à la dernière minute. Dans ce contexte de dernière minute, il va être crucial d'adopter une approche proactive pour maximiser les chances d'être réservé. Analyser les actions de vos concurrents. Alors, on a un super outil chez Bion qui s'appelle Compset qui va vous permettre d'analyser un petit peu ce que font vos concurrents ou vos confrères, comme vous les appelez. Ça va être hyper important en regardant leurs promotions et tout ça, ça peut être utile pour établir votre stratégie.
Quand on regarde les fenêtres de réservation plus courtes, on s'aperçoit que du coup, elles ont réduit de 18% par rapport à l'année précédente, ce qui indique une tendance vers des réservations de plus en plus de dernière minute. Ça implique forcément des bouleversements pour vous au quotidien, dans la gestion des plannings, dans les commandes de stock, mais aussi pour les tarifs. Il faut des stratégies de tarification et de gestion de la disponibilité qui doivent être adaptées pour capter la demande dans les périodes qui sont beaucoup plus réduites. Là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'erreur devient de plus en plus coûteuse. Si vous ne mettez pas le bon prix au bon moment, ça peut être un problème pour vous. Voilà, donc vous avez le détail, si jamais sur la slide, on pourra en revenir après si vous avez des questions dessus. Si on regarde maintenant les rythmes d'occupation sur la slide suivante, Béa, sur les marchés urbains, on va avoir un taux d'occupation qui est à date en retrait. Au-delà du rétrécissement de la fenêtre de réservation, la croissance de l'offre qu'on a vu tout à l'heure avec Arnaud, ça a mécaniquement un impact forcément sur les taux de remplissage. Pour nos utilisateurs, on remarque ici qu'il y a des tendances positives. C'est par exemple le cas au hasard de WeHost à Paris et à Lyon sur les marchés urbains. Si on va maintenant sur les marchés estivaux, sur la slide suivante, on s'aperçoit… Béa. Merci. On s'aperçoit une légère avance globale qui est portée notamment par les longs week-ends et les ponts. Donc Arnaud nous a montré ça tout à l'heure. Là, c'est hyper important aussi pour ceux qui sont dans les marchés estivaux là, à nous écouter. Regardez un peu votre courbe de votre rythme d'occupation pour les prochains mois, voir si vous avez quelque chose de similaire ou pas. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous observez ces tendances, vous, qui êtes chez Beyond ou pas, pour qu'on puisse après, nous, l'analyser et en discuter. Enfin, troisième et dernière slide sur les rythmes d'occupation. Alors, on va partir dans les Alpes. Malgré donc un bon démarrage de la saison, il reste des incertitudes sur la fin de la saison. Et contrairement aux autres destinations, Pâques, ce que tu disais Arnaud, et plus tard, et ça va avoir apparemment un impact négatif sur ces marchés saisonniers. Oui, puisqu'effectivement, avoir Pâques en mars, c'est une période où on a encore de la neige, une bonne qualité de neige potentiellement, alors qu'en avril, c'est plus compliqué. Et donc, voilà, à suivre effectivement l'incidence météo, on va voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Alors, l'avantage, c'est que dans les Pyrénées, il n'y a quasiment jamais de neige à Pâques, donc du coup, on est habitué. On pourra donner des conseils aux gens des Alpes avec plaisir. Je te laisse, Arnaud, rebondir sur cette slide. Ici, ce qu'on voulait illustrer finalement, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure sur les données de recherche. Donc en fait, on a deux informations dans ce graphe. La première, c'est l'occupation. Donc ça, c'est la courbe, c'est la ligne plutôt, et de remplissage actuellement pour Paris, pour le marché parisien. On voit une courbe qui descend évidemment, puisque plus les dates sont loin, moins on est rempli à date. Et on met ça en parallèle avec les données de recherche, donc en fait les bâtonnets bleus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on le voit ici, alors les chiffres sont petits, mais si vous voyez sur la partie gauche du graphique, c'est les semaines sur lesquelles on est en ce moment, janvier, février. On voit que c'est là où on est le plus rempli à date, évidemment, puisqu'on est sur ces semaines en ce moment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce n'est pas les périodes qui sont les plus recherchées, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière assez naturelle, que les recherches se font en ce moment sur le mois de février. Les réservations se font sur le mois de février, mais on a en fait maintenant plus de recherches sur le mois de mars et même au-delà que ce qu'on a en ce moment sur le mois de février. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'il faut aussi déjà être bien pertinent sur son positionnement pour les mois au-delà, pas seulement sur le court terme, parce qu'en fait, les utilisateurs, les voyageurs, ils regardent pas seulement là, le court terme au moment où se font les réservations, ils regardent à plus long terme. Ça nous dit aussi qu'il faut rester prudent sur les prix de février, puisque c'est plus la période qui est la plus regardée finalement. Et on voit qu'il y a beaucoup d'activités de recherche autour de Pâques notamment, et ensuite on voit de l'activité de recherche sur juin. Il y a la première quinzaine avec l'air chaud du 16 au 22 juin à Paris, donc un salon qui est très porteur. Et on voit aussi que septembre et octobre sont plus recherchés déjà que le mois d'août, par exemple. Donc ça nous confirme des informations qu'on a plus ou moins quand on connaît la saisonnalité parisienne, mais voilà, ça permet d'avoir les chiffres précisément et de voir à quel moment se passent ces recherches, à quel moment les voyageurs regardent, commencent à concevoir leur voyage, on va dire.
leur déplacement. Et donc, le marché suivant sur lequel on voulait vous partager cette analyse aussi, c'est le marché de Nice. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a des pics d'occupation qui sont des événements qu'on connaît, le Grand Prix de Monaco au mois de mai, qui porte sur Nice aussi, et l'Ironman en fin juin, à la fin du mois de juin. Et ce qu'on voit par contre, c'est que si c'est des dates sur lesquelles on a les pics d'occupation, ce ne sont plus les dates sur lesquelles on a les pics de recherche. Ce qui veut dire qu'en fait, la plupart des voyageurs ont déjà fait leurs recherches, ont déjà peut-être pris leurs décisions pour leur voyage sur ces dates-là. Et aujourd'hui, les dates qui sont les plus recherchées, on le voit en juin, on a parlé tout à l'heure de la conférence des Nations Unies qui est et on voit aussi que juillet et août sont déjà bien recherchés à la 2 semaines qui sont. Donc voilà pour ces données de recherche, la façon dont on peut les utiliser pour comprendre les tendances et anticiper les périodes de pic en particulier. Ouais, c'est quelque chose que vous regardez beaucoup quand vous faites les analyses de portefeuille de clients et les conseils stratégiques. De plus en plus. Ouais. C'est pas juste une recherche. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est top, hein, pour le coup. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, comment garder une longueur d'avance en 2025? Roulement de tambour. Alors, automatiser. Alors, ça va peut-être vous paraître des lieux communs, mais en vrai, on constate une importance d'automatiser les processus pour rester vraiment le plus agile possible face aux évolutions du marché. Cela, ça va passer par l'adaptation aux événements dont on a parlé tout à l'heure, à la demande réelle des consommateurs ainsi qu'à l'offre disponible. On va essayer d'arrêter de faire au doigt mouillé comme ce qu'on pouvait faire avant quand on était tout seul avec nos tables de calcul. Voilà. Automatiser, ça ne signifie pas tout déléguer, attention, mais plutôt se concentrer sur la qualité de la relation avec les voyageurs, ce qui reste la base de notre métier, en éliminant cependant des tâches qui sont parfois complexes et chronophages. L'automatisation, ça va être votre atout pour rester compétitif en 2025. Les systèmes de gestion de revenus doivent vous faire gagner du temps et non vous demander de passer justement trop de temps avec des personnalisations compliquées, des algorithmes qui sont peu performants, et il y en a. Si vous passez vos journées à ajuster vos prix dynamiques, que vous n'avez pas de conseils, que vous débrouillez à tout faire tout seul, vous n'aurez plus de temps pour vous consacrer sur les aspects qui vont être essentiels sur vos sociétés, comme le marketing, la relation client, les promotions, et ce qui va réellement impacter la gestion de vos revenus dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel. Pour les entreprises chez nous qui ont SPP, donc le fameux Search Power Pricing, on constate qu'ils vont générer jusqu'à 2% de revenus supplémentaires par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Parce que les prix des listings vont s'ajuster automatiquement en fonction des recherches en temps réel. C'est un peu quand vous regardez votre avion, on n'a pas donné de marque, mais Air France ou EasyJet, et que vous regardez votre avion 2 fois, 3 fois, vous dites super, il est pas cher, je le réserve, allez, je fais ça dans 1 heure après avoir couché les enfants. Vous revenez après avoir couché les enfants, vous voulez réserver votre avion, et bam, il est plus cher. C'est super pénible quand vous êtes consommateur. Par contre, quand vous êtes concierge et qu'on met ça à votre bénéfice pour vendre vos nuits un tout petit peu plus cher, même si c'est 2% de plus, c'est toujours ça de gagner. Si on donne un exemple d'un portefeuille qui fait 1,5 million d'euros de flux locatif, ce qui va très vite dans les marchés français, ça représente une différence de 30 000 euros de revenus supplémentaires par an, juste avec un petit plugin. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais moi, je veux bien avoir 30 000 euros de plus à la fin de l'année grâce à ça. Anticiper. Non, pardon, optimiser. Optimiser. Mais on avait une question d'abord, je crois. Pardon, je fais n'importe quoi. J'ai oublié Pauline, excuse-moi. Comment est-ce que tu décris ton expérience avec l'outil de gestion de revenus Beyond et quels défis est-ce que tu as rencontré avant de décider de miser sur Beyond? Nous, notre expérience, franchement, elle est vraiment positive. Déjà, on a choisi cet outil pour ajuster les prix au quotidien et surtout automatiser le processus de tarification, puisqu'avant avant Beyond, on faisait un petit peu tout manuellement. Donc, c'était assez chronophage et contraignant. Donc, ça a vraiment changé la donne pour WeHost. Ça nous a permis du coup d'anticiper un petit peu tous les événements saisonniers, les pics de demande, également les annulations de dernière minute.
On a également pu s'adapter un petit peu aux fluctuations du marché, surtout dans les secteurs de location qui peuvent être un peu imprévisibles. Donc voilà, on a eu vraiment un retour. Bien sûr, on a également pu partager avec nos propriétaires des offres de performance détaillées. Donc ça, c'est vachement bien, voilà, pour leur offrir un petit peu, nous aussi, notre vision des choses et également pour maximiser nos revenus. Donc nous, on a fait ce partenariat pour maximiser le retour sur investissement avant tout. Et franchement, ça a été plutôt et même largement répondu à nos attentes, puisqu'on a généré plus de revenus depuis qu'on est chez Beyond. Donc je recommande, c'est une expérience plutôt positive. Ouais. Vous qui avez des city managers dans les différentes villes, j'imagine que vous connaissez par cœur les événements, vous connaissez par cœur la saisonnalité. Ça aide quand même les personnes sur le terrain à anticiper justement les événements, les variations d'événements et tout? Ben justement, ouais, ça permet vachement d'anticiper et de prendre en fait des réservations un peu plus hautes, en fait avec des prix beaucoup plus hauts que d'habitude. Ben, notamment avec, j'avais David de Cannes, notre city manager, qui a eu des réservations notamment pour les congrès à des prix beaucoup plus forts que l'année dernière. Donc ça permet vachement d'anticiper voilà cette hausse des prix. Et des prix que vous n'osiez pas mettre avant? C'est ça. Ok, très cool. Parfait, top. Merci beaucoup, Arnaud. Optimiser, donc bon, peut-être au risque de me répéter, mais effectivement, la donnée de recherche, c'est une donnée essentielle, on l'a compris, je crois, à ce stade, à plusieurs égards, à la fois pour repérer les dates qui sont porteuses, mais aussi, on a parlé tout à l'heure des équipements, voilà, j'ai retrouvé le mot directement, l'origine des pays, des visiteurs, savoir quels sont les pays d'origine des gens qui consultent votre site web, etc. Donc, toutes ces informations-là sont clés. Ensuite, les pratiques de yield management ou pricing dynamique basées sur l'analyse de données, ça devient incontournable, on va dire, aujourd'hui. Ne pas le faire, c'est potentiellement se tirer une balle dans le pied. Et le dernier point, ça fait écho à ce que Pauline disait, c'est le fait aussi de pouvoir utiliser toutes ces données qui sont disponibles, qui existent dans votre communication, votre relation avec les propriétaires. Ça permet de rajouter de la crédibilité, de rajouter des éléments factuels aussi, voilà, de renforcer la relation avec les propriétaires sans aucun doute. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de se poser en tant qu'expert de la data sur son marché et de pouvoir rassurer le propriétaire quand on a des marchés qui sont un peu en déclin, comme dans les premiers semestres. Ce qu'on a vu, c'est pas mal si vous avez la data et que vous arrivez à montrer comment va performer votre logement versus le marché. Ça permet aussi des fois de rassurer, de ne pas réagir à chaud et de faire des promotions qui vont être des fois incontrôlées, inconsidérées, parce qu'on se dit « Ouh là là, on est en retard par rapport à l'année dernière, allez, on met des promos partout ». Si on sait que le marché n'était pas prêt à être réservé, ça ne servait à rien de faire ces promotions. Là, l'objectif de la data, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va pouvoir quelque chose qui va pouvoir vous appuyer ou vous rassurer dans votre stratégie au quotidien. Troisième et dernier point, donc après automatiser, après optimiser, on a anticipé, adopter une vision proactive pour répondre aux évolutions des attentes des clients et des tendances, mais aussi les événements sur les différents marchés. Donc, on a parlé des événements juste avant, mais le Tour de France, concert d'Indochine, on n'a pas reparlé de Taylor Swift toute la journée, sinon on va penser qu'on est sponsorisé par Taylor Swift. Il y a eu Jul aussi à Marseille qui est venu dans les événements que j'ai vus dans les événements Beyond. Coldplay, peut-être un peu plus classique, mais tout aussi bien en événements qui vont être très porteurs. Ces événements vont être hyper importants, voilà, anticipés pour justement trouver le bon prix au bon moment. Donc, trouver le bon prix au bon moment et qui va être ajusté toutes les 24 heures, ça va être quand même quelque chose d'hyper important. Si vous avez une vague d'annulation, l'outil va le prendre en compte. Si au contraire, vous avez une augmentation de la demande sur un secteur, l'algorithme va aussi le prendre en compte. Si vous ne voulez pas utiliser une méthode de tarification dynamique, vous allez voir, ça va quand même vous changer la vie par rapport à quelque chose de manuel. Tarification, ça va stimuler les réservations, augmenter la visibilité sur les OTA, augmenter le taux d'occupation et attirer aussi des voyageurs qui vont être soucieux d'un certain budget. Donc, il va être hyper important d'avoir une stratégie à long terme et non pas se concentrer que sur le court terme avec des promotions pour faire du remplissage à la dernière minute.
Question pour Pauline. Encore à toi. Quel conseil est-ce que vous donneriez chez WeHost à un gestionnaire immobilier pour réussir en 2025? Alors déjà, pour réussir en 2025, bon, faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Il faut quand même laisser un petit peu le système apprendre. Il faut être assez patient au début. C'est un petit peu la clé. Ensuite, il faut surveiller bien sûr régulièrement les indicateurs de performance. Il faut passer régulièrement sur Beyond, même si c'est un outil qui est quand même en capacité de faire ça tout seul. Il faut quand même aller vérifier de temps en temps tous les indicateurs. Il ne faut pas non plus se reposer uniquement sur les algorithmes. L'intuition humaine, pour moi, elle est quand même assez essentielle, on va dire. Et puis, comme dernier point, je dirais qu'il faut quand même identifier les événements locaux, comme on disait, pour capter justement la demande au bon moment. Alors, merci pour le mot patience. Je vais l'envoyer cette partie de vidéo à un des clients que j'ai onboardé il n'y a pas longtemps, qui au bout de 24 heures s'étonnait de ne pas avoir eu des résultats mirobolants. C'est sûr qu'au bout de 24 heures, on n'est pas magicien. On va essayer d'automatiser, on va essayer d'aider les choses, mais on ne fait pas encore de miracle en 24 heures. Sinon, ça se saurait. Ça, c'est hyper important. Et enfin, quels sont vos principaux objectifs pour 2025 ? Nous, chez WeHost, l'objectif pour 2025, donc c'est l'expansion. On va essayer de renforcer notre position, notre présence dans les villes un petit peu plus secondaires, les zones touristiques. Ensuite, au niveau technologie, on aimerait un petit peu multiplier toutes les solutions d'automatisation pour optimiser un petit peu la gestion quotidienne, notamment comme on l'a fait avec Beyond. Ensuite, on aimerait bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la législation, développer un peu plus les baux mobilités et les locaux commerciaux. Voilà, c'est un des gros challenges. Et puis, en dernier point, on aimerait aussi renforcer un petit peu nos partenariats stratégiques, donc pour élargir un petit peu notre réseau. Parfait. Merci beaucoup. Question-réponse. Alors, j'ai un peu laissé de côté le chat pour être honnête, étant concentré sur le reste. Je vois des questions. N'hésitez pas à remettre les questions si on n'y a pas répondu pendant la présentation. Ou Béa, tu nous les remets. Je vois Cécile, avons-nous un accès à ces analyses approfondies ville par ville? Alors, chez Beyond, vous avez la partie tarification dynamique. Vous avez aussi une partie pro qui vont vous permettre d'aller un peu au-delà de la stratégie tarifaire. L'objectif, c'est de vous donner le maximum d'informations sur les marchés que vous souhaitez, notamment avec Pro. Vous mettez une adresse et là, soit vous allez chercher vos différents concurrents pour voir comment ils se comportent en termes de taux d'occupation, en termes de prix moyen, en termes de séjour minimum ou frais de ménage quand c'est sur Airbnb. Ça va être hyper important. Moi, j'ai piqué beaucoup à un de mes concurrents sur Toulouse à l'époque pour essayer d'être un petit peu plus agressif à des moments où c'était calme que lui. Je ne le citerai pas, mais on s'entend bien maintenant. Et après, vous avez aussi dans Pro la partie qui va être, comment ça s'appelle, Insight, qui va vous permettre de taper une adresse aussi et d'aller voir les informations sur les taux d'occupation passés et à venir, sur les pics de réservation quand il y a un événement, sur les prix. Ça, vous pouvez l'utiliser à volonté. Ce n'est pas au clic. Hein. Donc, une fois que vous avez l'accès pro, vous pouvez l'utiliser toute la journée sans modération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Beyond est travaillé avec des conciergeries propriétaires en direct ou les deux? Encore une question de Cécile. Alors, la stratégie de Beyond est de travailler avec tout le monde. Venez comme vous êtes. C'est juste qu'il y a différents niveaux de service. Quand vous avez un flux locatif qui va être en dessous de 300 000 €, donc le chiffre d'affaires réservation sur 12 mois, vous allez être un tout petit peu plus en autonomie. Vous aurez du support vidéo avec mes collègues et moi. On vous a fait des vidéos en français pour vous aider à déterminer les prix de base, essayer à comprendre l'outil, mais ce sera beaucoup plus en autonomie. À partir du moment où vous dépassez les 300 000 € de flux locatif, là, on peut signer un contrat de partenariat entre vous et nous. C'est le même prix, ça c'est la bonne nouvelle, pour une fois qu'on ne peut pas payer quelque chose de plus. Mais ça va vous permettre d'avoir le support de mes collègues d'onboarding. Ils vont tout paramétrer pour vous sur Beyond en fonction des performances historiques de vos logements, en fonction de vos markups, en fonction de pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Et après, une fois que vous êtes assez formé sur Beyond, on va vous passer comment ça s'appelle,
Vous allez être accompagné par mes collègues, pareil, selon le niveau de votre contrat. Soit vous êtes entre 300 000 et 1,2 million de flux locatifs, et là, vous serez en catégorie Lighthouse. Donc, ce sera un petit peu plus du support en français sur demande si vous avez besoin. À partir du moment où vous dépassez les 1,2 million de flux locatifs, vous aurez la chance de retrouver Arnaud ou Fanny une fois par mois pour des conseils un petit peu plus stratégiques sur vos portefeuilles. Tu veux rajouter quelque chose, Arnaud, par rapport à ça? Bah écoute, non, il me semble que c'est clair. Non, enfin, ça me semble très clair. Parfait. S'il y a des questions sur lesquelles on ne répond pas, je vous laisserai mon mail après. Vous pourrez me harceler de questions. Je prends le train souvent la semaine prochaine où j'aurai le temps de vous répondre. Vincent Pinault, qui est mon collègue, qui répond aux questions. C'est gentil, ça. J'ai vu Rani qui me demandait si j'arrivais à prononcer Taylor Swift. C'est bon, ça y est, cette fois j'ai réussi. C'est Rani. Rani, c'est pas gentil de se moquer. Taylor, quoi. Est-ce qu'on est connecté à Superhôte? Non, malheureusement, si vous avez le contact personne de la personne qui gère les intégrations chez Superhôte, on est preneur, on veut bien s'intégrer avec eux. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Je pense qu'ils se concentrent sur leur V2, mais on espère que ça va pouvoir se faire rapidement. Question de France, comment passer en Pro Insight? Pour passer sur Pro, si vous êtes en contrat de partenariat, vous contactez votre chargé de compte. Sinon, si vous utilisez bien en autonomie, vous devez avoir un petit bouton pour nous notifier que vous voulez Pro. Si vous n'y arrivez vraiment pas, vous m'envoyez un mail et j'écrirai à la bonne personne chez Beyond pour qu'il puisse vous libérer les accès sans problème. Que va apporter un partenariat Booking Beyond prochainement et quel sera le coût par rapport à passer en direct avec Beyond? Est-ce que tu as la réponse, Arnaud? Le partenariat Booking Beyond ou pas? Eh ben non, c'est une très bonne question, mais je ne suis pas certain non plus. Ok. Donc peut-être dans ces cas-là, on prend le contact et puis. Ouais, on va peut-être prendre la question et vous répondre plus en détail. Quel est le surcoût pour passer en Pro Insight? C'est 0,25 en plus par rapport à ce que vous payez actuellement, sauf si vous faites partie de la communauté Lucky qui vous donne droit à des avantages. Alors, si tout le monde fait partie de la communauté Lucky à la fin de l'appel, effectivement, on verra qu'il y a un problème. On peut tracer, mais vous avez normalement 10% de remise quand vous faites partie de la communauté Lucky. Il reste 2-3 questions. Taylor Swift. Question de Lucienne. Bonjour Lucienne, j'espère que ça va. Merci de nous confirmer les tendances d'occupation sur les mois de février, mars à Nice. Ça, c'est plus pour toi Arnaud, si tu as. Oui, alors je ne les ai pas en tête, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut renvoyer à Lucienne un petit récap justement sur mars, sur février-mars, sur Nice. Ce sera plus précis plutôt que de dire quelque chose où je pourrais me tromper parce que je ne les ai pas sous les yeux. Mais ouais. Parfait. Après, il faudrait que je remonte. Est-ce qu'on aura un accès à un enregistrement? Oui, avec plaisir. J'ai malheureusement raté les 20 premières minutes. On vous donnait plein de choses hyper importantes pendant les premières minutes, désolé. Non, on vous envoie tout, vous inquiétez pas. Juste après, vous pourrez le regarder sans problème. Encore une fois, peut-être qu'on va noter nos mails dans le chat. N'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Si après, vous n'osez pas, vous nous les faites passer en direct. On reprend contact avec vous pour vous y répondre, pour vous donner des analyses plus précises sur vos marchés. Ça peut être possible. J'ai vu qu'il y avait Kevin de Perpignan. J'ai vu pas mal j'ai vu Julie de Corse. Si vous voulez faire un point, n'hésitez vraiment pas. On est là pour ça. C'est ce qu'on vous promet avant de signer et on essaie de tenir nos promesses après. Donc, il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'il y avait une question de Julie plus haut que j'ai remis dans le chat. Question de Julie que tu as remis dans le chat, Pauline. Ouais. J'ai un mail de Beyond qui dit qu'une nouvelle fonctionnalité prédictive revenu est dispo, mais je ne la trouve pas. Serait-ce une sorte de tarif calculé d'après des paramètres rentrés, comme propose PriceLab? Il faut arrêter de nous comparer avec PriceLab. Alors oui et non, il y a une calculette qui est sortie là, ça fait un peu débat. Vous mettez votre annonce Airbnb et ça vous sort des informations sur la disponibilité et compagnie.
À titre perso, je ne suis pas hyper fan de ça. Pourquoi? Parce que vous aurez beau rentrer une adresse, il y a 1 million de paramètres qui vont rentrer en compte pour calculer le prix que vous allez faire avec votre propriétaire. On va pouvoir vous donner une estimation. Certes, vous l'aurez aussi dans la partie pro. Quand vous mettrez un petit peu de filtre sur une adresse, vous aurez un petit peu le chiffre d'affaires moyen que va pouvoir réaliser une annonce. Par contre, attention, c'est vraiment à pondérer par rapport à la qualité du bien. Est-ce qu'il y a une vue mer ou c'est vue parking? Est-ce que c'est un rez-de-chaussée ou un dernier étage? Est-ce qu'il y a des équipements? Voilà. Donc, c'est bien d'avoir cette fameuse calculette. On pourra vous remettre le lien si vous voulez après en vous renvoyant le replay, mais prenez ça vraiment avec des pincettes quand même. Moi, pour répondre à MJ Bonin, quand on a un appartement et WeHost attend un accès Beyond, du coup, ça sera le City Manager qui sera sur le marché qui a un accès et il pourra vous sortir pour les propriétaires toutes les données, comme on disait, via l'insight de votre logement. Voilà. J'ai remis mon mail. J'ai remis mon mail dans le chat. N'hésitez pas à le copier si besoin pour m'envoyer des mails. À minuit et demi, je ne répondrai plus. Ce sera Arnaud qui vous répondra. Merci beaucoup en tout cas. On va. J'ai cru voir une dernière question qui est sur les marchés côtiers, de savoir quand est-ce qu'on attend un pic de réservation. Juste, c'est un petit peu difficile de répondre dans l'absolu parce que ça dépend beaucoup de la destination justement déjà entre Méditerranée et Atlantique. Ça dépend aussi du positionnement du logement. Ça dépend de la destination précisément. Est-ce qu'on est plutôt sur des types de biens qui sont recherchés par une clientèle étrangère ou pas? Globalement, ce qu'on a vu, c'est que ça commence dès maintenant. C'est-à-dire que les recherches, elles se font maintenant. Donc, en fait, c'est entre maintenant, fin février jusqu'à avril, on est vraiment dans la power zone. Mais il y a aussi de la demande même jusqu'en dernière minute. Ça dépend aussi des restrictions que vous mettez en place. Donc, il y a beaucoup de paramètres pour répondre à cette question-là de manière précise sans avoir plus de données et de détails. Top. Bon, et moi, j'ai une dernière question. L'impact des 90 jours là sur Paris, nous, WeHost, on estime que ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'en fait, une résidence principale, pour que quelqu'un puisse partir 4 mois, c'est assez compliqué. Donc, on estime que ça ne va pas avoir un grand changement de passer de 120 à 90 nuitées. Et ça ne remettra pas des hébergements en longue durée. Je pense qu'ils le savent très bien. Ouais. Ça va calmer un petit peu certains esprits. On va peut-être plus se méfier des impacts peut-être sur les syndics qui vont pouvoir beaucoup plus nous embêter plutôt que les 90 jours. C'est ça. Top. Merci à tous. Bon appétit. On a tenu le timing pour une fois. Bravo. Et n'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.